cas d'erreurs judiciaires ont bien lieu dans les affaires de viol, comme d'ailleurs dans d'autres dossiers. C'est ainsi qu'à Mâcon, 6 lycéens viennent d'être acquittés en appel après une condamnation en première instance. Inutile d'expliquer les épreuves qu'ils ont eux-mêmes subies entre les deux jugements. Reportage et rappel des faits, David Doucan et Joël Lefebvre. C'est l'histoire de 6 lycéens ayant vécu le cauchemar judiciaire. À l'automne 2003, une femme de ménage de leur lycée affirme avoir été violée à 2 reprises dans l'établissement. Elle ne donne pas de nom, c'est le proviseur qui lui suggère l'identité des 6 lycéens. Ils sont condamnés en première instance. Plusieurs années plus tard, ils sont acquittés en appel. 6 ans de procédure avec de la détention préventive. De la prison pour rien. C'était un cauchemar. Surtout que les gens en détention qui sont accusés de viol sont vraiment très mal vus et très maltraités. On est considérés comme des sous-hommes. Et je le souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Pouvez-vous nous donner un exemple? Exemple, c'est vous sortez en promenade et qu'on vous traite de violeur et que vous avez le malheur de lever la tête et on vous frappe. Vous avez été battu? Battu, j'ai essayé de me défendre, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le dossier de l'accusation reposait en grande partie sur la parole de la supposée victime. Pourtant, en 1991, elle avait déjà accusé un homme de viol. Ce dernier avait passé 22 mois en détention préventive avant d'être acquitté. Mohamed n'a pas de haine envers son accusatrice, mais ne comprend pas que la justice n'ait pas été plus prudente. On en veut à la justice parce qu'ils auraient dû la faire soigner en 1991. Ils auraient dû la faire soigner, ça n'a pas été le cas. Et j'espère que des décisions vont être prises pour vraiment soigner cette femme. C'est une femme qui souffre depuis son enfance. Même son médecin traitant au procès a dit qu'elle s'automutilait depuis son enfance. Elle souffre. Et moi, j'en veux vraiment au système judiciaire, à cette chaîne judiciaire qui ne l'a pas soignée. Qui ne l'a pas soignée. Alors qu'il y avait eu des précédents. Alors qu'il y avait eu des précédents. En fait, cette histoire est celle d'un emballement judiciaire. Le procureur de l'époque est persuadé de tenir les coupables. Il n'y a pourtant aucune preuve matérielle, ni témoin, ni trace ADN. Mais il y a les aveux de l'un des 6 lycéens. Seul problème, ces aveux ont été obtenus sous contrainte psychologique, pendant la garde à vue et sans aucun avocat présent. Souila est la sœur de l'un des 6 acquittés. Elle est aussi juriste. Cette histoire, dit-elle, démontre la faiblesse du système judiciaire français et de la cour d'assises de Châlons. L'absence de preuves matérielles nuit à la vérité. Nous avons un procureur, M. Jean-Louis Coste, qui a dit aux jurés « Condamnez-les, sinon elle va mourir ». Et ça s'appelle de l'émotion. On a fait jouer de l'émotion au lieu de faire jouer les faits. Voilà pourquoi Châlons, en première instance, les a condamnés. L'émotion a primé sur le droit. Sur l'ADN? Sur l'ADN, sur les preuves matérielles, sur la possibilité d'avoir un témoin. L'émotion, ça n'a rien de juridique. Et je trouve ça décevant qu'on en soit arrivé là. Et c'est pour ça aujourd'hui encore, bien qu'on ait obtenu l'acquittement, je n'ai pas retrouvé cette foi totale dans la justice française. La difficulté, réussir à accorder toute sa valeur à la parole de la victime, tout en préservant les droits de la défense. Maître Demarque représentait l'accusatrice lors du procès en appel. Pour lui aussi, le dossier du ministère public était bâclé. La parole de sa cliente ne devait évidemment pas être méprisée, mais en aucun cas, elle n'aurait dû être suffisante pour déclencher 6 ans de procédures inutiles. La difficulté de cette affaire, comme un certain nombre d'autres affaires, c'est que l'on ne peut pas considérer la parole de quelqu'un qui se prétend victime comme étant la preuve absolue. La parole de quelqu'un qui se prétend victime est un élément de preuve qui doit être soumis à l'appréciation de la cour d'assises au même égard qu'un certain nombre d'autres éléments de preuve. Moi, je pense qu'il manque un changement clair de mentalité. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics prennent conscience qu'il s'agit des libertés individuelles. C'est peut-être des grands principes, mais les libertés individuelles, c'est la mienne, c'est la vôtre, c'est celle de vos proches. Il faut que l'on prenne conscience que l'avocat a un rôle effectif à jouer en garde à vue, qui n'est pas celui que pour l'instant le législateur lui fait jouer. Il faut que l'avocat ait accès au dossier dès la première heure de garde à vue. 3 des 6 lycéens ont tout de même écopé d'une peine de sursis pour extorsion de fonds à l'encontre de l'accusatrice. Ils ont de nouveau fait appel de cette décision. Quant aux enquêteurs de la police, largement pointés du doigt dans cette affaire, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions.
Bon, alors voilà, on se rend compte que ces affaires aussi existent et que donc c'est compliqué dans la justice, dans ces dossiers-là. Qu'est-ce que vous avez à en dire, Michel Bernard-Requin? Eh bien d'abord qu'il y a une juridiction d'appel qui a rendu une décision différente de la première, ce qui veut dire que l'erreur n'était pas aussi évidente. On a attaqué l'avocat général pour